Pour moi, les gens ingénieux, c'est des ingénieurs du quotidien. Des experts et des expertes de la fabrication fait main, des solutions tout-terrain et des réparations d'urgence. Des gens très habiles qui manquent pas de ressources et qui ont une capacité d'adaptation presque infinie. L'ingéniosité, dans le fond, c'est comme la balance parfaite entre les idées et la prise d'action. Ça prend aussi une bonne dose d'ouverture d'esprit pour être en mesure d'accueillir toute l'inventivité qui nous habite. Et pour être pleinement en contact avec son ingéniosité, il ne faut pas avoir peur de se tromper et de tomber un peu. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œuf? OK. Si je vous dis, imaginez-vous quelqu'un qui vient juste d'avoir une idée. C'est quoi la première image qui vous vient en tête? L'ampoule électrique, c'est le symbole par excellence de l'innovation. Parce que quand on y pense 2 secondes, c'est elle qui nous a permis d'allonger nos journées et de ne pas tout arrêter dès que le soleil se couche. En plein mois de janvier, ça ne nous laisserait pas une grosse fenêtre pour faire nos activités. L'ampoule, c'est aussi la marque la plus visible du génie humain. On a juste à s'imaginer flotter au-dessus de la Terre pour constater à quel point la lumière artificielle est centrale dans nos vies. Ding! Quelle idée de génie pensez-vous que cette sculpture de femme vient d'avoir? On le sait pas, mais on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et moi, je pense que ce qu'elle veut vraiment, c'est de vous inviter à découvrir l'ingéniosité de quelques-uns des 1001 visages de sa communauté, de ma communauté. Ben, de notre communauté. Je me souviens très bien, je ne sais pas quel âge j'avais, mais dans la voiture avec mes parents, je regardais le paysage, puis là, je voyais la Lune. Puis là, je disais à mon père, pourquoi que la Lune, elle nous suit, papa? Parce que Québec-Montréal, c'est assez long, puis les arbres, les maisons, les villages, mais elle était tout le temps là. Il me l'expliquait, mais je n'ai pas compris. Pour moi, ça m'a intrigué. Il y a une Lune dans le ciel, puis elle nous suit. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il y avait en dehors de la Terre. Là. La Lune, c'est à peu près tout ce que je connaissais dans le ciel. On était une gang passionnée de science-fiction au secondaire. J'étais passionné par les ovnis, mais j'en voyais jamais. Un jour, un futur ami en arrière de moi à la bibliothèque m'a montré des photos de la Lune qu'il avait prises. Je me suis reviré de bord, je lui ai dit, voyons donc, t'es menteur, toi, il y a rien que la NASA qui prend des photos de la Lune. Il dit, qu'est-ce que tu connais là-dedans? Rien. Il dit, viens chez moi, on va te montrer. J'ai un télescope, j'ai une chambre noire, je développe mes films, j'ai agrandi en noir et blanc. Alors, Denis est tombé dans la potion magique des étoiles en 79. Ça fait déjà 45 ans cette année. Et j'ai jamais décroché. Je m'appelle Denis Martel. Je suis un passionné d'astronomie amateur. Je suis un débutant avancé et j'adore partager ma passion. Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, c'est la première sortie quand on va à Montmagny. On a fondé un club en 2007, Corporation Entre Ciel et Marée. On s'est installé depuis 1 an et demi dans la sacristie de l'église et depuis, il y a eu toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Première étape, je voulais ma bébelle, je voulais mon télescope. Je me suis inscrit au club où on pouvait se tailler notre propre miroir à vraiment bas prix. Là. On allait dans une vitrerie, on se faisait tailler une plaque en verre carré, on prenait une grosse canne de jus de tomate, puis avec de l'abrasif, une sorte de sable et de l'eau. On commençait à tailler notre miroir en rond, on en faisait 2. Puis après ça, on mettait les 2 plaques de verre une sur l'autre. Puis en faisant certains mouvements, on creusait le miroir, puis on le rendait transparent. Fait que j'ai passé 150 heures, c'est pour ça que c'est un objet sentimental, j'ai passé 150 heures à essayer de faire mon premier miroir de télescope, puis je l'ai raté. Fait que faut être vraiment méticuleux, faut être quasiment un opticien pour réussir un miroir de télescope. La corporation, on a une belle bibliothèque de 300 livres environ, dont plusieurs dizaines sur comment débuter en astronomie. On a un service de prêt d'instruments sur chez toi, atlas, monoculaire, télescope, pour qu'ils puissent essayer avant d'acheter, parce que c'est assez dispendieux. Plus un cours d'initiation qu'on donne le samedi matin, 2 fois par mois.
2024. On a acheté 5 paires de lunettes virtuelles. C'est vraiment une incursion en 3 dimensions du système solaire. Alors, ça nous fait pratiquer notre anglais parce que le robot parle en anglais, mais c'est sous-titré en français. On peut mettre du chinois aussi, mais c'est pas agréable, là. La municipalité, croyant au projet, ils ont dit on va créer un parc dans la forêt. Ils ont appelé ça le parc étoilé de Saint-Pierre. Ils ont déboisé, nivelé. Ils ont dit faites votre astronomie, nous on ne connaît pas ça. Les membres ont accès aux autres à un chalet. Puis il y a les 2 observatoires du club. Ça permet d'avoir le télescope qui est prêt. On fait juste ouvrir la porte, on ouvre le toit. Si ça s'ennuage, on ferme le toit, puis c'est fini. On retourne dans le virtuel sur Internet, là. La MRC a dit ouais, peut-être que votre idée d'avoir un planétarium, ça pourrait régler le problème de la météo, là. Vous allez pouvoir montrer vos étoiles et vulgariser l'astronomie. On a visité 13 camps de jour en 2 mois, 17 municipalités parce qu'il y a des camps de jour regroupés. Fait que c'est notre record, c'est notre plus belle année en 2024. Sur Terre, on n'a pas de plan B. Donc, il faut arrêter de détruire la faune, la flore, les humains, parce qu'on ne peut pas prendre nos vaisseaux spatiaux et aller sur d'autres planètes, ils sont beaucoup trop éloignés. Nous, les astronomes, on est devenus très écolos parce qu'on sait qu'en dehors de la planète, il n'y a pas d'espace vivable. La pollution lumineuse est très nuisible, autant aux humains qu'à la faune et à la flore. On a réussi à convaincre les municipalités de faire un règlement pour protéger contre la pollution lumineuse. Puis en 2022, on a réussi à faire changer tous les luminaires de la municipalité avec des DEL ambrés. Puis ça protège la noirceur du ciel étoilé. J'ai participé à la construction de 10 observatoires amateurs depuis 20 ans. Étant machiniste de formation, ça me faisait plaisir d'aider ces passionnés-là. Quand on a une âme d'enseignant, partager notre connaissance avec des jeunes enfants qui sont très, très ouverts, souvent on voit la lumière et les étoiles dans les yeux. Les jeunes sont curieux, ils ont des questions. Les plus âgés, eux autres, c'est des passionnés d'observation. Il y en a qui ne sont pas couchables. Au club, notre plus grand observateur, c'est un monsieur dépassé 70 ans, là, puis il nous couchait toutes. Là. Vraiment, là, il soupait à minuit avec ses sandwichs, sa petite canette de bière, puis il passait la nuit à la Belle Étoile. Lorsque j'étais jeune, moi et mes cousines, ils venaient souvent chez nous. Puis notre plaisir, c'était souvent le premier jour, on allait s'installer en bas, puis on écrivait une scène, une pièce de théâtre. Et lorsqu'on avait terminé, qu'on avait mis les costumes, on la jouait devant nos parents. Donc les premières étaient pas fameuses, mais plus ça allait, plus on avait des sons, plus on avait des jeux de lumière. Donc les dernières étaient pas pires. On aurait pu faire ça au théâtre, puis ça aurait été bien. Moi aussi, c'est des pièces de théâtre en famille. Mais nous, c'était nos parents qui organisaient des pièces de théâtre. Ça devait être plus organisé. Ça devait être plus organisé. C'était probablement pas meilleur, mais ça durait une bonne 1h30, 2 heures des fois. Là. Oh, c'était interminable. On allait de la cuisine à la salle à manger, on allait dans les chambres, il y avait des feux d'artifice dehors, des reines qui atterrissaient. C'était interminable. Oh, il y avait des lieux, c'était interminable. Okay. Puis il fallait participer, là. C'était souvent des théâtres interactifs. Là. Puis là, des années, c'était les péchés capitaux. Il y a des années, c'était... ils disaient, si on veut que les reines puissent revoler, il faut trouver des qualités. Lui, ton cousin Jonathan, quelle qualité il a? Puis là, moi, je disais, il est généreux. Puis là, c'est comme, le reine commence à avoir de l'énergie, là. Okay, fait que c'est pas long que tu fais 2 heures là-dessus. Là. Ils en ont fait assez longtemps pour que je trouve ça merveilleux jusqu'à dégueulasse, là. Ils ont fait ça longtemps, là. Puis à ce jour, ils en font encore. Bon, ben... Ils ont pas... c'est une tradition. Ben, une tradition, oui. Mauvaise tradition, une tradition. Je m'appelle Marc-André William, j'ai 34 ans, je fais de l'impro à la Libre, la ligne d'improvisation de Baie-Comeau et des régions environnantes. Moi, c'est Marie-Maxime Renaud, j'ai 18 ans, puis j'ai commencé à venir dans la Libre cette année. C'est un trophée qui se nomme Saint-Marc perdu dans le bois. C'est un festival de musique à Saint-Marc.
C'est gagnant 2024, Jamais deux sans toi. C'était un concours de karaoké. Je n'ai pas participé. Mais la gagnante est partie parce qu'après avoir gagné, elle était trop stressée. Je suis allé chercher le trophée. Donc, moi, c'est ce que j'ai apporté. Mais si elle le veut, puis elle entend ça, je m'appelle Marc-André. Tu peux m'écrire sur Facebook. L'improvisation, ça ressemble au théâtre. Donc, on fait des mini-scènes imposées. Donc, avant chaque improvisation, on nous donne un thème. Donc, après un caucus de 30 secondes, l'équipe doit inventer une histoire qui va avec le thème et la catégorie imposée, mais sans aucun texte, juste un 30 secondes avant pour se parler. Donc, c'est vraiment un travail de répartie très fort. Maintenant, on joue à l'ouvre-boîte culturel dans la salle alternative. Ils nous ont fait une belle place. On joue les jeudis, aux 2 semaines. Sinon, il y a le tournoi du Dindon doré à Sept-Îles. C'est un tournoi où il y a des gens un peu de partout. 1 heure avant un match, souvent les gens sont un peu stressés, sont dans leur tête. Moi, c'est dur à dire. Là. Mon niveau de stress monte rarement en haut de 1 sur 10. Donc, je peux pas te dire, mais je sais qu'il y en a qui sont très stressés. Mais souvent, ça part après la première présente. Il faut le casser au début, puis après ça, ça va bien. On est allé en tournoi, puis moi, j'ai joué à Montréal. C'est beaucoup verbeux. C'est beaucoup des blagues. Ça parle beaucoup, puis il y a beaucoup de blagues. Je suis allé dans un tournoi où, là, on faisait des bonnes blagues que nous, on trouvait bonnes. Ça marchait pas plus qu'il fallait. Puis pour une raison X, j'ai fait une impro très, très physique, là. J'étais un pirate qui attaquait un autre bateau. Et là, ça rit comme j'ai rarement entendu du monde rire. Puis là, toute notre équipe, on s'est regardé et on a dit « jouons physique ». On a fait des imitations de Gilles Vigneault, on bougeait, on giguait. On a joué physique tout le reste de la partie puis on a gagné. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu un univers qui m'a toujours attirée, donc c'est Disney. Puis dans cet univers-là, il sort tout le temps des phrases que quand on est jeune, on y pense pas trop, mais quand on réécoute le film plus tard, on fait « Mon Dieu, c'est donc bien vrai ». Donc moi, ça vient du Roi Lion, donc c'est Rafiki qui l'a dit. Il dit effectivement, le passé peut faire mal, mais à mon sens, on peut soit le fuir ou tout en apprendre. Donc au lieu de fuir le passé, on devrait apprendre de nos erreurs puis faire mieux la prochaine fois. Ça prend vraiment un effort cognitif assez important. Puis moi, on me dit « moi, je serais jamais capable de faire ça. Comment tu fais pour pas être stressé sur la scène? » Puis honnêtement, j'ai l'impression que l'improvisation, c'est un peu moins stressant que le théâtre parce que tu peux pas te tromper. En même temps, tu arrives là, puis si tu dis une phrase, l'autre personne va être obligée de travailler avec, puis il y aura pas de faute. Notre cerveau, là, ça reste un muscle. Moi, j'ai jamais eu autant d'idées et j'ai jamais été aussi bon que quand je jouais 4 soirs semaine. On est meilleur, puis on a plus d'idées, notre cerveau est réchauffé. Je pense qu'il n'y a pas de limite. J'ai toujours fait des bricolages ou des choses que le monde ne va pas faire normalement. Je construisais des petits camps dans le bois. C'était pas des camps, c'était pratiquement des chalets. Puis on était jeunes, on était 13-14 ans, puis on faisait « wow ». C'était impressionnant comme bâtiment, franchement. Là. C'était de 2 étages avec des lucarnes, puis on avait un poêle à bois, mais le poêle à bois, on ne l'a pas acheté, je l'ai fabriqué. Écoute, je me souviens pas trop, mais je pense qu'il y avait même des prises électriques. C'est toujours des affaires complètement différentes de ce que le monde fait habituellement. Là. Ah ouais, go! On s'installe comme du monde. Puis des tapis là-dedans, puis tout. Wow, c'était des beaux projets quand même. Mon nom est Denis Blanchette. On habite ici sur la ferme à Donnacona depuis 13 ans. On a commencé le vignoble en 2020. C'est un peu exceptionnel comme projet. La plantation, c'était assez complexe. On a essayé toutes sortes de techniques. On avait 2400 plants à semer. Là, je dis, OK, j'ai loué un gros compresseur industriel avec des gros tuyaux, 150 pieds de tuyaux. Le compresseur était dans le champ. J'ouvrais la valve,
Le sable et la pierre, la terre, tout montait peut-être 25 ou 30 pieds dans les airs. Écoute, on avait des oreilles partout. Mais ça fonctionnait. Ça me prenait comme 10 secondes. J'ai un trou de fête. Je passais à l'autre, puis il y avait du monde en arrière qui mettait les plants, qui renterrait, puis un autre qui mettait l'eau. Puis là, ça avançait. Fait qu'on a fait ça peut-être en 2 jours, là, après ça, avec ce système-là. Cette année, un exemple, là, le blanc. On a 2 variétés de blanc, puis on a récolté 0 raisin, absolument 0. Il y a les insectes, il y a les maladies des plants, il y a les chevreuils, il y a les dindons sauvages. Il y a de quoi de nouveau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les oiseaux, ils font un ravage. Ils ont tout dévoré. Ils arrivent en groupe épouvantable. C'est un peu frustrant parce que c'est très dispendieux. On fait ça en biologique. Et éventuellement, tu arrives à la récolte, puis oups, c'est disparu. C'est frustrant. L'année passée, on avait installé des systèmes pour essayer de les effrayer, de les éloigner. Mais c'est complexe, puis écoute, c'est pas des choses qui sont faciles à installer, puis c'est pas 100% efficace non plus, puis ils s'habituent. Après quelques jours, une semaine, ça fonctionne plus. T'as beau essayer, on a mis des épouvantails, on a mis des bonhommes qui gonflent, qui bougent les bras, on a mis des cerfs-volants, des détecteurs de mouvement avec des bruits, des canons au propane. L'épouvantail, c'est pas vraiment efficace beaucoup, là. On a essayé des espèces de chats en métal que tu accroches, puis ils bougent au vent, fait que ça fait un peu comme une silhouette de chat pour effrayer les oiseaux, pour qu'ils pensent que c'est un chat qui est prêt à les attaquer. Mais ça... Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. C'est le bonhomme de publicité avec ventilateur. Ça, cette option-là était quand même assez efficace. C'était drôle aussi, c'était vraiment drôle de voir ces gros bonhommes de publicité dans le champ. Quand tu vois les oiseaux là, par centaines qui arrivent et qui mangent, au début, je partais à la course avec le 4 roues pour aller essayer de les effrayer, mais écoute, c'est peine perdue. Là. Tu passes d'un côté, puis ils s'en vont de l'autre côté, puis toi, tu t'en vas de l'autre côté, puis c'est une joke. Là. Le canon, c'est un peu comme un coup de fusil. Tu l'ajustes, le nombre de coups que tu veux avoir, la fréquence, tu l'installes à partir de telle heure à telle heure. J'ai eu des petits inconvénients avec ça au début. Moi, je l'avais ajusté à 2 coups de fusil, environ 15 minutes. Puis quand on est revenu le dimanche soir, la police est arrivée. Le canon, il partait pas de jour, il partait toute la nuit. Puis on n'était pas ici. Fait qu'il y a eu des plaintes, évidemment, c'était écho dans la nuit. Puis il y a eu des plaintes là, assez loin, il n'y a pas de ça. Là. Quand j'ai étudié au collège, j'ai travaillé dans un bureau d'ingénieur pendant peut-être une vingtaine d'années. Je ne sais pas pourquoi, je ne veux jamais faire les choses comme les autres. J'essaie toujours de faire les choses différemment, par moi-même. J'aime ça être indépendant, puis j'aime ça un petit peu avoir du trouble. C'est bizarre, là, mais ça me force à être imaginatif et à trouver des solutions. Puis ça, j'aime ça. J'ai des idées, là, j'aurais des choses à mettre sur le marché. Mon Dieu Seigneur. Si j'avais le temps et l'argent, là, j'aurais du fun, franchement. Il faut être ingénieux, patient, puis travaillant, je pense aussi très travaillant. Quand il nous arrive, comme un exemple, là, les oiseaux, ça arrive pour une raison. C'est pour ça que maintenant, il nous arrive un problème, une baloque ou une mauvaise nouvelle. OK, tout arrive pour une raison. Puis ça nous aide vraiment à ne pas se démoraliser, à passer à travers, puis on dit, on passe à d'autres choses, on verra ce qui arrivera. Puis ça fonctionne vraiment bien.